tous. Bienvenue dans notre troisième et dernière session du mois d'avril. Vous me connaissez, je suis Solange Gier, directrice du marketing. Je suis accompagnée aujourd'hui à nouveau de Jean-Michel Moll, notre directeur technique. Alors aujourd'hui, le webinaire s'articule autour du sujet des systèmes de distribution de gaz avec des bonnes pratiques et des conseils, mais aussi on vous présentera une nouveauté au niveau de Swagelok. La présentation dure 1 heure, au cours de laquelle vous pourrez nous poser vos questions via l'onglet questions et réponses en bas de votre écran. Le webinaire est enregistré comme toujours et vous pourrez le revoir à tête reposée. Vous allez recevoir l'enregistrement en même temps que celui de la semaine passée et d'ici quelques jours. Un dernier mot sur le questionnaire de satisfaction. Simplement pensez à le compléter en quittant notre session aujourd'hui. Ça peut paraître un peu répétitif, mais on apprécie d'avoir vos commentaires et vos suggestions. Et puis, ça nous permet d'aller dans la direction qui vous convient le mieux. Alors, c'est le moment pour moi de passer le micro à Jean-Michel, tout en vous souhaitant à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup, Solange. Merci. Bonjour à tous, bon matin. J'espère que ça va bien de votre côté. Donc, on est parti pour la prochaine heure pour parler des réseaux de distribution de gaz. Donc, on a beaucoup de matériel encore une fois à couvrir ce matin. J'espère que vous êtes prêts. Avant, je vais juste prendre quelques instants pour vous remercier. Vous remercier d'être présent à ces webinaires-là. Ça va faire à peu près 1 an, peut-être un peu moins d'1 an qu'on est sur une cadence. Et on est agréablement surpris là, de la réaction de nos clients par rapport à ces webinaires-là. Donc, je vais prendre quelques instants, vous remercier d'être présent à ces webinaires-là. Aujourd'hui, au menu, qu'est-ce qu'on a sur, on va parler bien sûr des réseaux de distribution de gaz. La première portion, ça va être sur un peu plus le côté pratique des réseaux, donc les avantages d'avoir des panneaux de gaz qui composent notre réseau de distribution. Ensuite, bon, les différentes composantes qu'on peut y retrouver et bon, avec leur rôle. Et la seconde portion, c'est Swagelok a lancé un programme sur les réseaux de distribution de gaz qui, dans une portion, consiste à des panneaux standardisés pour simplifier l'achat et l'installation. Puis l'autre volet aussi qui est couvert, c'est les services conseils qui sont disponibles. Ne vous inquiétez-vous pas, ce n'est pas un speech de vente ce matin. Les webinaires qu'on fait sont à but technique, donc on va rester toujours dans cette idée-là. On va peut-être parler un peu plus souvent de Swagelok qu'à l'habitude, mais ce n'est pas un pitch de vente que je vous fais ce matin, ce n'est pas le but du jeu. Et encore une fois, on va terminer avec une période de questions. Comme disait Solange, vous pouvez toujours les inscrire là, comme au fur et à mesure dans la section Q&A dans l'option Zoom. Donc, un réseau de distribution de gaz, qu'est-ce que c'est? En fait, de façon générale, si on prend l'idée d'ensemble, c'est de prendre un gaz, donc une source de gaz qui est à haute pression. Okay? Donc, ça peut venir soit d'une bouteille ou un cylindre de gaz, ça peut venir d'un compresseur, d'un réservoir. Donc, cette source-là, habituellement, est à haute pression et on veut l'amener au point de son utilisation qui va être à plus basse pression. Notre réseau, il faut qu'il puisse fournir de façon adéquate les utilisateurs de ce gaz-là, que ce soit des humains, que ce soit des machines qui l'utilisent. Donc, il faut que tout soit pensé en fonction des utilisateurs. Les systèmes peuvent être complexes, okay, comme on peut voir sur l'écran. Donc, ici à gauche, on peut présumer que c'est une installation pour un laboratoire, par exemple. Donc, vous avez des gaz avec des stations de test que des techniciennes vont venir travailler dessus. On voit qu'il y a quand même plusieurs gaz qui sont utilisés. Il y a des hottes. Donc, ça va être un style d'installation.
On peut aussi avoir des applications qui sont plus côté opération. Comme dans ce cas-ci, ça peut représenter un abri pour les analyseurs qui peuvent se retrouver dans le domaine du raffinage pardon, du brut, donc du pétrole brut, ou dans le système, dans du gaz naturel ou dans une usine de fabrication de gaz. Donc, c'est des applications qui sont plus opérations sur le procédé. Donc, il y a moins d'interactions humaines, on va dire, qui est appliquée par rapport à ça. Donc, on peut dire que c'était des installations plutôt complexes. Et aussi, on peut avoir un réseau de gaz qui peut être simple. Imaginez avoir un cylindre de gaz, un régulateur et ensuite un instrument qui peut se trouver à quelques pieds là, du cylindre de gaz. Mais par contre, ça aussi, c'est considéré comme un réseau de gaz. Il faut toujours penser à la sécurité des opérateurs et aux bonnes pratiques. Le gaz, on le retrouve partout. Donc, comme on disait, dans un monde du côté des opérations ou de laboratoires. Et ensuite, peut amener différentes complications, que ce soit au niveau des applications, au niveau de pureté qui est nécessaire. Est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce qu'on est à l'extérieur? Est-ce que c'est un environnement qu'il faut qu'il soit explosion-proof? Donc, il y a beaucoup de variantes à prendre en considération lorsqu'on design un système de gaz, un réseau de distribution de gaz. Dans les points qu'il faut avoir en tête, mais sur le côté sécurité, c'est la base. Côté sécurité, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est que c'est contrôler le risque de l'énergie qui est emmagasinée dans ces cylindres de gaz-là, ou le réservoir, ou le compresseur. Donc, comment on fait pour gérer ce risque-là? Si on a des cylindres de gaz, ben, est-ce qu'on les entrepose à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce qu'on est bien, est-ce que tout est bien protégé autour de ces sources d'énergie-là? Aussi, on veut séparer les gaz qui vont être carburant et comburant. Tout le monde connaît le triangle de feu, donc ça prend un carburant, un comburant et une source de chaleur pour avoir un incendie, là, une flamme. Donc, on veut séparer les types de gaz que vous travaillez, avec lesquels que vous travaillez. Si je ne me trompe pas, habituellement, vous allez trouver des réglementations locales par rapport à ce point-là plus spécifique. Donc, c'est renseignez-vous là, au niveau peut-être avec la RBQ ou avec votre fournisseur de gaz là, par rapport à ce détail-là. Ensuite, là, si on a une fuite ou si on fait une mise à l'atmosphère des différents gaz, ben, où que le gaz va se ramasser? OK? Est-ce qu'il va, on va dire, s'enfuir? Est-ce qu'il va s'évaporer dans l'atmosphère? Ou on ne peut pas faire ça à cause que c'est un gaz dangereux? Donc, c'est des choses à prendre en considération. C'est sûr que les gaz qu'on a souvent, sont pas trop dangereux. Azote, hélium, de l'air, CO2 peut-être, mais certains gaz peuvent être beaucoup plus nocifs, là, comme certains gaz de calibration ou de l'ammoniac. Donc, toujours avoir en tête la nature du gaz et les effets sur l'homme qu'il peut avoir et aussi la source d'énergie qui est emmagasinée. Si on continue dans le côté aspect de sécurité, ben, est-ce qu'on a les bons dispositifs de protection qui sont bien situés à travers l'installation? Donc, peut-être qu'à la source, les cylindres sont bien protégés, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une protection supplémentaire plus proche des usagers? Est-ce que les panneaux que vous fournissez aux utilisateurs sont adaptés à leur utilisation? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, est-ce que les pressions que ces panneaux-là peuvent contenir sont approuvées? Est-ce que vous allez fournir, est-ce qu'ils sont capables de gérer le bon débit, OK, par rapport à l'application? Et aussi, pensez, est-ce que le réseau interne qui va se trouver, on va dire, à l'intérieur du bâtiment, proche des humains, et n'est pas à une pression trop élevée pour rien?
Donc, si vous avez, disons, une pression d'utilisation de 200 PSI, 300 PSI pour les équipements, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une pression de 1000 PSI qui circule à travers le bâtiment? Est-ce que vous pouvez l'abaisser, cette pression-là, pour que s'il arrive un accident, ben que les conséquences soient moins grandes? Ensuite, est-ce que les procédures sur les panneaux sont gravées, sont identifiées? Donc, est-ce que est-ce que les gaz qui sont utilisés sont identifiés sur le panneau en question, les pressions de travail, valves d'isolation, valves d'arrêt d'urgence? Est-ce que toutes ces procédures-là sont bien identifiées à travers dans le laboratoire en question? Il faut penser que quand vous designez un système, ben, vous avez toutes ces choses-là en tête, mais lorsque les utilisateurs, ben, ce n'est pas leur responsabilité d'avoir ça en perspective ou de connaître toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que c'est à votre responsabilité de livrer des équipements, des panneaux qui sont idiot-proof, qu'on pourrait dire, qu'il n'y a pas de risque là, de manipuler non correctement ces panneaux-là. Ensuite, un autre avantage d'avoir des panneaux pour l'entretien, ben, c'est le côté pratique de la chose. Donc, disons que vous avez tous vos cylindres qui sont à un seul endroit, toujours en prenant en considération de ne pas mélanger les comburants puis les combustibles et les comburants ensemble. Mais est-ce qu'ils sont tous à la même place? Donc, ça, pour côté maintenance, c'est aussi beaucoup plus facile à voir plutôt que d'avoir des cylindres ou des bouteilles qui sont situées un peu partout à travers l'usine. Est-ce que les points pour venir contrôler les pressions que vous envoyez dans le réseau ou encore là sont toujours à la même place, sont facilement accessibles? Donc, s'il y a une modification à faire, il n'y a pas 2-3 endroits qu'il faut aller se promener à travers l'usine pour aller modifier l'arrangement des pressions, disons, ou des débits qui sont disponibles. Aussi, ben, côté visibilité. Visibilité, ben, pour éviter, on a un paquet d'avantages, donc pour éviter les erreurs de manipulation, garder l'environnement propre. Donc, c'est plus intuitif. Puis aussi d'avoir les panneaux au même endroit, côté maintenance, on s'entend que c'est plus facile que d'avoir des valves qui sont situées dans le plafond, qui sont situées dans les murs ou dans un raccoin. Donc aussi, côté maintenance, pour modifier, c'est un avantage d'avoir un système de distribution de gaz avec des panneaux qui sont localisés à la même place, là, idéalement. Le côté économique, aussi d'avoir un système de gaz qui est bien structuré, qui est bien bâti, mais un des aspects, dans le fond, c'est la fréquence pour remplacer les bouteilles. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'à un certain moment donné, les bouteilles, lorsque vous les commandez, que vous les remplacez, sont pleines. Puis vous voulez, dans le meilleur monde, pouvoir les utiliser au complet. Donc, lorsque vous les échangez, ben, qu'il ne reste plus de gaz à l'intérieur ou le moins possible en fonction de qu'est-ce que vous devez fournir. Okay? Donc, c'est important de faire une bonne sélection des différents régulateurs de pression que vous allez avoir et des pressions qui vont se promener dans le système pour être capable de vider complètement, ben, le plus possible, disons, le cylindre de gaz avant de l'échanger. Aussi, dans le fond, maximiser la consommation, donc pas avoir des pressions trop élevées pour rien ou d'avoir à purger trop souvent pour rien. Endommager avoir des panneaux fixes pour endommager des pièces. C'est sûr que si les panneaux sont bien placés à un endroit, sont protégés, ben, ça évite que quelqu'un accroche une valve qui peut se situer dans un corridor avec le lift ou avec un chariot, par exemple. Continuité de service. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça? Ben, c'est parle
de maintenance. OK? Donc, évitez d'avoir avoir une cédule de maintenance qui est appropriée pour éviter d'avoir des bris d'équipement. Et aussi, continuité de service dans un sens que vous ne manquerez jamais de gaz par rapport à l'application que vous avez. Certains types d'équipements, comme des chromatographes, par exemple, ont besoin d'avoir une amenée de gaz en continu. Et si on a un arrêt de ce gaz-là, ben, il peut avoir des impacts majeurs sur l'opération de l'équipement en tant que tel. Aussi, imaginez, vous êtes dans un laboratoire, vous faites des recherches et vous devez avoir en permanence une amenée d'azote, disons, à une pression très précise. Et c'est des expériences qui se déroulent sur plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois. Donc, vous voulez être certain de toujours avoir une amenée de gaz en permanence. Donc, il faut prendre les précautions euh, en conséquence pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Donc, c'est des choses qui prennent en considération. Le côté aspect économique, on aurait pu aussi rajouter les fuites de gaz. Okay? Donc, c'est sûr que de perdre du gaz par les fuites, c'est de l'argent qu'on perd, qu'on pourrait facilement conserver, si on pourrait dire. Donc, ça, c'est les différents avantages d'avoir un réseau de gaz monté avec des panneaux bien identifiés dans un monde idéal, plutôt que d'avoir des composantes qui se trouvent un peu partout. Parlant de composantes, qu'est-ce qu'on va trouver sur un panneau de gaz? Bien, grosso modo, c'est à peu près ces équipements-là. Les grosseurs vont varier ou le type vont varier dépendant de l'application. Donc, flexible, filtre, check valve, clapet anti-retour, détendeur ou régulateur. Donc, ça, c'est pas mal le cœur habituellement d'un réseau de gaz. Différents types de valves, manomètre, capteur de pression, dépendant du niveau d'automatisation qu'on veut leur donner, et même limiteur de débit. Donc, des excess flow valves, je pense qu'on en a déjà parlé dans le passé. Pour ceux qui l'auraient oublié ou qui n'auraient jamais vu ça, c'est un produit que s'il y a un bris dans la ligne rapidement, ce produit-là va venir refermer la ligne, donc il va éviter d'avoir un trop gros déversement. Donc, ces composantes-là, on va les choisir en fonction des pressions de travail qu'on va avoir, des débits qu'on a de besoin, puis aussi du niveau de pureté qu'on peut avoir de besoin par rapport à l'application. On va les voir en détail. Première des choses, filtration. Okay? C'est une mauvaise filtration peut amener plusieurs inconvénients. La première des choses, ben, c'est sûr les bonnes performances ou le bon fonctionnement du régulateur. Des petites particules, comme vous voyez sur les photos, ont été prises sur le siège d'un régulateur et qui empêchaient le clapet de bien venir se refermer et qui faisait que le régulateur ne fonctionnait pas correctement, donc qui pouvait avoir un impact sur le réseau au complet. Donc, je pourrais dire la première raison d'avoir une filtration, c'est pour éviter ce genre de contamination-là. Ces contaminations-là peuvent venir de plusieurs endroits, que ce soit lors de l'installation, donc une petite chip de métal. Ça peut être un petit bout de téflon qui réussit à s'infiltrer, ou qui s'est décroché. Ça peut être aussi, ça peut venir de l'intérieur des cylindres de gaz. Des fois, dans le fond, c'est ce qu'on peut trouver là, des particules là, non désirables. Donc, c'est pour ça que filtration, très important, je me répète. Il existe plusieurs types de filtres. Donc, que ce soit un filtre plutôt comme un petit, pas un mèche, là, mais comme un petit moustiquaire. Je m'excuse, là, j'ai un blanc ou un filtre qui est plutôt comme poreux. Donc, ils vont donner différents types de filtration. Ceux qui ne sont pas installés aussi, c'est peut-être des fils coalescents. Donc, vous travaillez avec de l'air, il peut y avoir de l'humidité ou il peut y avoir de la vapeur d'eau qui peut se retrouver. Donc, ça aussi, c'est un autre type de fil qui peut être utilisé à différents endroits dans votre réseau, dépendant des pressions lesquelles que vous allez travailler.
Donc, oui, lorsqu'on fait la sélection du filtre, c'est bon, ce qu'on veut pas avoir de particules, mais aussi, il faut regarder qu'est-ce que l'équipement sur lequel on travaille a de besoin. OK? Donc, c'est pour ça que oui, les régulateurs, c'est une très bonne raison, mais l'équipement, souvent, vous avez des équipements de laboratoire qui sont plutôt sensibles, qui sont fragiles. Donc, toujours vérifier les exigences pour ces équipements-là. Une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque si le filtre se bouche, OK, donc bon, il va y avoir un changement, un différentiel de pression plus élevé, donc il faut voir l'impact de ça. Et aussi, il faut voir, bon, dépendant qu'est-ce que vous allez filtrer, puis si c'est mélangé, disons, avec de l'eau ou avec de la vapeur d'eau, est-ce que ça va faire une genre de pâte? OK, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, le filtre était comme bouché avec une pâte à l'intérieur. Donc, c'est voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et lorsque vous faites un changement de filtre, ben, c'est de l'analyser, voir, bon, ben, est-ce que mon filtre est trop fin? Est-ce que je change trop souvent? Je pourrais avoir un filtre moins euh, avec, euh, avec des microns plus élevés ou j'ai besoin d'avoir justement des microns, un filtre qui va filtrer plus fin. Okay? Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération et qui vont aussi évoluer dans le temps. Flexible. Première question que je pose toujours lorsqu'on me demande de sélectionner un flexible, ben, c'est pression-température média. Pression-température, ben, c'est facile. On vérifie dans les specs du catalogue si le flexible rencontre les exigences. Et lorsqu'on tombe dans le média, pourquoi je pose la question? Ben, c'est de voir un peu c'est comment que si ce fluide-là, si ce gaz-là va attaquer les métaux, donc pour la compatibilité chimique des matériaux. Aussi, côté perméation. Donc, si vous travaillez avec des gaz très, très fins, hélium, hydrogène, mais c'est savoir si un boyau avec un cœur en flexible, pardon, avec un cœur qui serait, disons, en, en téflon, pour avoir une perméation à travers, à travers le matériau. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va regarder. Ensuite, on peut tomber encore plus en détail par rapport à l'application. Donc, est-ce que c'est une application qui va demander d'avoir un flexible qui va être très souple ou non? Comment que vous allez le connecter? Okay? Les flexibles, habituellement, sont utilisés pour connecter puis déconnecter le cylindre de gaz par rapport à l'installation. Donc, est-ce qu'on va avoir la bonne flexibilité? Est-ce que la longueur est bonne? Est-ce que l'installation sur site du flexible est bien faite? C'est sûr que une des erreurs communes qu'on voit le plus souvent, c'est que le flexible sort à l'horizontale et qui est connecté, dans le fond, sur le cylindre là, qui passe de l'horizontale à la verticale. Habituellement, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, lorsque le cylindre n'est pas là, ben, le flexible, lui, va être comme dans le vide. Et on va mettre un stress inutile au niveau de la connexion ici. Donc, lorsqu'on pense au système, ben, c'est de penser une fois qu'il est en utilisation. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'est pas en utilisation? Donc, il faut penser un peu un peu plus loin, disons, par rapport aux opérations standards. C'est pas mal, grosso modo, sur les boyaux flexibles. C'est qu'est-ce que j'avais à vous transmettre comme information. Soupape de surpression. OK. Qu'est-ce qui sépare la section, on va dire, haute pression et la section basse pression? Ben, c'est le régulateur. C'est lui qui va faire la transition. Régulateur, ben, il y a des pièces mobiles à l'intérieur et qui dit pièce mobile, ben, dit qu'il va y avoir une usure à long terme sur cette composante-là. Donc, il se pourrait, c'est quand même rare, mais il se pourrait que le régulateur brise et que le côté haute pression puisse se déverser du côté basse pression. Donc, c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir un équipement de surpression.
Ces équipements-là, souvent, vont être dictés par le code du bâtiment ou des réglementations locales. Donc, si vous faites une installation au Québec ou en Alberta ou en Colombie-Britannique ou à l'étranger, toujours être certain de prendre quelques instants, de vérifier que la valve qui est installée là respecte le code. Et aussi, ça peut amener d'avoir des exigences de calcul qui sont plus élevées, qui sont plus grands dépendant de la région du monde sur laquelle que vous allez travailler. Donc, valve de la soupape, valve de surpression, très important. Et que je veux dire, oui, excusez-moi, soupape de surpression, donc j'en parlais un petit peu plus tantôt. Donc, cette valve-là est posée très proche de la zone de la source de pression, mais des fois, c'est pas rare de voir d'autres valves de surpression qui vont être plus proches, on va dire, des utilisateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et toujours penser que lorsque cette valve-là ouvre, où est-ce que ce gaz-là va se ramasser? Donc, dans un endroit sécuritaire, bien sûr. Valve de purge. OK. Souvent, ça va être des valves qui peuvent être un peu négligées, on va dire. Donc, valve de purge, c'est lorsque vous changez vos cylindres, il reste toujours une pression résiduelle à l'intérieur. Donc, ces valves-là vont venir, dans le fond, évacuer la pression qui est excédentaire. Vous avez sur la photo, les deux valves qui sont en rouge dans le fond, vont venir purger le système. Donc, comme vous voyez, là, c'est marqué bouteille 1 puis bouteille 2. Donc, ils vont venir évacuer la pression. Personnellement, j'aurais aimé ça voir une étiquette à côté, dire valve de purge ou quelque chose comme ça pour indiquer plus clairement à l'opérateur de dire, bon, ben, voici quelle valve à ouvrir. Et même, je l'aurais mis peut-être plus proche du cylindre de gaz pour que ce soit encore plus intuitif par rapport à son utilisation. Mais au moins, ils sont là. Vous avez l'autre exemple ici. OK? Donc, notre petite valve de purge, vous avez la valve avec le petit bâton qui se situe encore là très proche du cylindre, donc de la connexion du cylindre. Donc, on peut présumer que le flexible descend ici, puis le cylindre est plus bas. Donc, on vient tourner la petite valve et l'excédent de pression va venir sortir. Par contre, encore là, sur ce design-là, un petit point qui m'agace un peu, c'est que vous voyez le petit bout de tube qui est là, mais c'est par là que la pression elle va sortir. Vous remarquez que que la sortie est par le bas. Donc, qu'est-ce qui est bien parce qu'on ne l'envoie pas vers l'opérateur, OK, qui va tourner qui va enlever la pression. Par contre, si vers le bas, si le plancher, s'il y a des saletés qui vont se trouver là, ben, est-ce qu'il va y avoir un genre d'effet que ça va remonter? Donc, est-ce que ces saletés-là, ces poussières-là, ces débris-là vont pas être propulsés vers le haut? Et ensuite, puis de façon ultime, peut-être se ramasser dans le visage là, de la personne. Donc, c'est pour ça que oui, par en bas, intéressant, mais il faut prendre en considération qu'est-ce qui peut se trouver sur le plancher. Donc, est-ce qu'on aurait préféré peut-être le mettre à angle, peut-être, donc à angle par en bas? Est-ce qu'on aurait pu avoir un bout de tube qui pourrait l'amener plus loin, peut-être? Donc, c'est d'autres idées à voir, mais donc, c'est le genre d'expérience que je voulais partager avec vous ce matin. Ou carrément mettre, comme qu'on voit sur sur la photo, un genre d'amortisseur ou un petit filtre là, pour réduire la pression et le jet d'air qui peut sortir. Donc, de façon générale, qu'est-ce que vous allez retrouver sur le cylindre? Bon, vous avez le flexible qui va se connecter avec son connecteur. Ensuite, vous avez un filtre clapet anti-retour pour éviter d'avoir des mélanges de gaz. Ensuite, valve d'isolation, régulateur, manomètre, soupape de sûreté, certaines valves d'isolation. Donc, c'est le genre d'équipement de base que vous pouvez avoir. J'espère que ça va bien. Si jamais vous avez des questions encore là, n'hésitez pas à les poser.
On tombe dans la seconde portion de la présentation qui est le programme SwageLock sur les distributions de gaz. Donc, il y a deux volets, les panneaux standardisés et les services conseils. Donc, vous allez avoir des points techniques là, par rapport à ces deux choses-là. Donc, comme je disais, deux volets, panneaux de gaz. Donc, c'est les panneaux que vous voyez là, c'est des choses maintenant qui sont disponibles par SwageLock. C'est des items qu'on va dire catalogue. Et on peut même offrir maintenant des services terrain pour vous aider à maximiser là, les performances ou le bon fonctionnement des réseaux de gaz. SwageLock, lorsqu'il a sorti ce programme-là, ça fait à peu près presque 2 ans que c'est en préparation. Donc, le temps de monter ces panneaux-là, faire la documentation, formation, tout ça. Bien, les 4 choses en tête que SwageLock avait, que les ingénieurs avaient à SwageLock, bien, premièrement, c'est la sécurité des opérateurs. Comme vous savez, SwageLock, c'est un réseau qui est global à travers le monde. Donc, on prenait les bonnes idées, les bonnes pratiques qu'on pouvait retrouver à travers le monde pour les mettre ensemble et d'avoir un produit qui est le mieux conçu selon nos croyances, on va dire, selon l'expérience qu'on a. Donc, c'est 4 panneaux qui rencontrent presque tous les besoins de l'industrie. Pour le volet service conseil, ben, c'est pour maximiser les ressources. Par expérience, qu'est-ce qu'on voyait? C'est que les réseaux de gaz ne sont pas la responsabilité d'une seule personne habituellement. Donc, il va y avoir une personne qui va s'occuper, disons, du compresseur, du réservoir ou des cylindres. Ensuite, il va y avoir ceux qui vont travailler dans les laboratoires. Et entre les deux, des fois, c'est un peu nébuleux. C'est les gens de maintenance qui vont s'en occuper. Donc, il n'y a pas toujours un fil conducteur. Donc, le but du jeu, SwageLock a vu que, bon, on est capable de couvrir ces 3 portions-là d'un réseau. Donc, pourquoi pas en faire profiter nos clients via le programme là, des Field Engineers, dans lequel que je fais partie. Aussi, dans ces panneaux-là, ben, c'est d'éviter les arrêts. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Certains équipements ne peuvent pas ne plus recevoir de gaz. Donc, on veut avoir des produits qui sont fiables, mais aussi, il y a tout le côté maintenance qui est pas toujours évident à prédire. Les applications sont toujours différentes les unes des autres. Donc, c'est bâtir une certaine connaissance à long terme. Même si vous voulez, là, par rapport à ça, il y a le groupe CGA qui a un pamphlet à ce sujet-là, le pamphlet E15 par rapport aux exigences là, pour les maintenances de systèmes de distribution de gaz que vous pouvez consulter. Quatrième aspect que SwageLock a en tête, c'est pour la réduction des coûts. Donc, de façon ultime, c'est d'avoir les bons produits, pas d'en avoir trop non plus. Donc, si on peut éviter d'avoir du superflu, des produits qui sont des composants qui ne servent à rien, on les enlève, on n'a pas de besoin, on les remplace ou on combine 2 produits en un. Et au final aussi, pour avoir un TCO, là, donc un coût total de Total Cost of Ownership le plus intéressant. Il y a tout aussi le côté, la réduction des fuites. Je pense que pas mal de personnes d'entre vous travaillent avec SwageLock depuis longtemps. Les fuites, c'est un peu notre mouton noir. Depuis toujours, on travaille à réduire les fuites qu'on peut retrouver dans tous les systèmes fluides. Et aussi, côté réduction des coûts, ben, c'est d'éviter les erreurs qui sont dues aux manipulations. Donc, c'est d'avoir des panneaux qui sont intuitifs pour éviter qu'un opérateur fasse quelque chose qui n'aurait pas dû, qui entraîne avec des conséquences onéreuses pour la compagnie. Donc, programme de distribution de gaz. Donc, je disais qu'il y avait 4 panneaux qui ont été développés, comme je disais, qui rencontrent pas mal les exigences ou les besoins de l'industrie. En fait, il y en a 3 et il y en a un 4e qui peut combiner plusieurs opérations qu'on va le voir un peu plus tard. Donc, si on commence, on a besoin d'un montage pour venir connecter nos cylindres de gaz ensemble.
les 4 panneaux, on va les voir en détail un peu plus tard. Donc, premier montage pour connecter les cylindres. Ensuite, on va avoir notre panneau de réduction de pression principale. Donc, c'est lui qui va faire la première diminution de pression avant de l'envoyer dans le système, dans le réseau, je veux dire. Et ensuite, on va avoir un dernier panneau qui va venir faire le réglage final, qui est un point de views. Traduction en français, là, donc point d'utilisation, on va dire. Donc, ce n'est pas toujours évident à traduire, donc point de views. Et quatrième panneau qui existe, ben, c'est des changeovers, donc c'est des centrales de commutation automatique pour les applications qui ne peuvent pas manquer de gaz. C'est le genre de solution qu'on propose. Donc, SwitchDock Source Inlet, donc le premier panneau que le gaz rencontre lorsqu'il sort du cylindre. Avant d'aller plus loin, je veux juste attirer votre attention sur la nomenclature. Donc maintenant, vous pouvez commander ce genre d'assemblage-là directement du catalogue. Donc, le numéro de pièce est très long, mais c'est pour toutes les options qui sont disponibles pour un montage comme ça. Ces assemblages-là sont faits localement à Montréal. Donc c'est bâti local. Donc, s'il y a des changements que vous voulez faire qui ne sont pas catalogues, ben, c'est possible localement de modifier. Mais le cœur, l'idée principale a été développée par les ingénieurs de SwitchDock. L'idée aussi d'avoir des numéros de pièces standards plutôt que d'avoir des pièces, là, des numéros de pièces pour des assemblages à la pièce, comme vous êtes peut-être habitué de faire, c'est que peu importe où est-ce que vous vous trouvez dans le monde, ben, c'est standardisé. Donc, ça va beaucoup simplifier le côté maintenance. Savoir avec un numéro de pièce, on peut savoir quelle valve qui est utilisée donc pour remplacer, pour commander des pièces de remplacement, c'est beaucoup plus facile. Donc, assemblage pour monter de 1 à plusieurs cylindres, je dirais presque qu'à l'infini. À un moment donné, ben, c'est une question d'espace. Donc, les cylindres sont connectés au système, sont tous connectés ensemble. L'idée en arrière de ça, ben, premièrement, c'est de bien utiliser les flexibles, okay? D'avoir une durée de vie le plus longue pour les flexibles, donc avoir les bonnes pratiques. Ensuite, c'est tout le côté manipulation par rapport à la purge et pour isoler les différents cylindres, tout en gardant en tête aussi la filtration. Ensuite, on va tomber sur SwitchDock Gas Panel SGP. Donc, comme je disais tantôt, c'est le premier panneau qui va venir réduire la pression. Donc, l'option d'avoir une réduction de pression en un stage ou 2 stages. Bon, pour ceux qui ont déjà vu les formations sur les régulateurs, il y a le phénomène là, du supply pressure effect. Rapidement, c'est lorsque la pression d'entrée diminue, la pression de sortie augmente. Okay? Donc, c'est un phénomène avec tous les régulateurs qui se trouvent sur le marché. Donc, un stage ou 2 stages. Mais dans certains cas, un régulateur 2 stages ou avoir 2 régulateurs en série à cette position-là, ce n'est pas nécessaire parce que vous allez avoir une autre réduction de pression qui va se trouver plus loin dans le circuit, donc dans le système. Donc, ça ne donne rien d'avoir 2 stages aussi rapidement, aussitôt dans le système. Donc, c'est pour ça que quand on disait, si on n'a pas de besoin d'avoir 2 stages ici, on l'enlève, on n'en met rien qu'un et on va être correct. La façon que les panneaux sont faits, si jamais vous vous rendez compte que finalement, j'aurais besoin d'avoir un second régulateur, c'est possible de venir l'incorporer. Vous voyez le panneau, il y a beaucoup de petites plaques là, supplémentaires. Tout ça, en fait, encore là, les ingénieurs à SwitchDock, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ben, c'est le côté maintenance. Donc, si vous devez changer le régulateur, vous avez une seule connexion à défaire ici. Vous dévissez un petit peu les vis qui se trouvent sur le panneau de montage principal, puis vous êtes capable de retirer le régulateur pour le changer. Donc, c'est beaucoup plus simple côté entretien. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites vis là, que vous voyez ici sur le panneau.
encore là, plusieurs options qu'on peut avoir. Donc, vous voyez que le numéro de pièce est très long, donc beaucoup d'options. Et aussi, si vous n'avez pas besoin de la cascade, donc pour tout connecter les cylindres ensemble, ce panneau-là a la largeur d'un cylindre environ. Donc, physiquement, ça ne prend pas trop de place dans une pièce. Ensuite, on tombe avec le SwitchDock Changeover. Donc, comme on disait tantôt, ce type d'équipement-là permet d'avoir deux sources d'alimentation, donc une source primaire et une source secondaire. Et lorsque la source primaire atteint une certaine pression, une certaine basse pression, le panneau, donc, il va changer de source de pression. Donc, il va tomber sur la secondaire. Donc, qu'est-ce qui va permettre de remplacer les cylindres de la source primaire de façon sécuritaire? Donc, comme ça, de cette façon-là, ça permet d'avoir une anomalie de gaz qui est en continu. Comme vous voyez sur ce montage-là, c'est monté comme en deux stages, mais c'est possible d'avoir un seul stage de régulation à cause que cette portion-là va déjà faire une première réduction de pression. Les set pressure, donc les pressions d'ajustement, le point de bascule peut être changé facilement. Et souvent, la question qu'on a, c'est qu'est-ce qui arrive si jamais la source primaire est vide et la source secondaire est vide et que la source primaire n'a pas été changée. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un certain point, lorsque les pressions dans les deux cylindres sont plus bas que le point de consigne, ils vont juste se vider de façon continuelle jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien dans les cylindres. Donc, c'est pas tous les types d'équipements qui en a besoin, mais dans certains cas, c'est quelque chose qui est très pratique là, à avoir comme équipement. Ensuite, on termine avec les points de views. Donc, comme je disais, c'est le dernier panneau en fin de ligne. C'est lui qui va venir faire la régulation finale. On remarque aussi qu'on peut l'avoir avec l'option d'un filtre. Donc, pour être certain que si l'équipement avec lequel on travaille a besoin d'une filtration, d'avoir une très bonne filtration, on peut l'avoir à cette position-ci. Donc, qu'est-ce que ça vient faire? C'est qu'on ne vient pas filtrer de façon trop filtrer le reste de notre système si on n'en a pas de besoin. Okay? Donc, ces panneaux-là, avec un débit de haut en bas, de bas en haut, c'est un des panneaux qui est le plus modulable parce que souvent, c'est les points de views comme ça, soit qui sont déposés sur un poteau, sur une plaque, sur un mur. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de quincaillerie qu'on pourrait dire dessus pour vraiment maximiser les options de montage. Donc, c'est les 4 panneaux qu'on retrouve habituellement en industrie. Peut-être qu'est-ce qui manque dessus, ou bien qu'est-ce qu'on n'a pas vu, c'est le côté automatisation, donc mettre des transmetteurs de pression et des choses comme ça. Mais c'est toutes des choses qu'on est capable de faire au bureau là, avec le département d'assemblage. L'autre volet qui est maintenant disponible, c'est les services conseils. Ce service conseil-là s'inscrit dans la continuité des services qui sont actuellement disponibles, soit la recherche de fuite, donc soit avec un appareil à ultrasons, soit avec du Snoop. Le programme aussi d'inspection des boyaux flexibles. Comme on disait, les boyaux flexibles, c'est un équipement qui s'use, OK? Donc, il faut le remplacer, mais on veut maximiser la durée de vie. Donc, on a un service par rapport à ça. Et aussi, le troisième service sur l'évaluation des systèmes fluides en général. Donc, maintenant, le volet qui est plus distribution de gaz, qu'est-ce que c'est? On peut le voir en 3 niveaux. Donc, première routine, c'est quelque chose que vous faites déjà à faire, on pourrait dire, sans le savoir, là, sans que ce soit officiel. Sélection des régulateurs, formation. Donc, c'est des choses que je fais sur une base régulière.
Ensuite, on a aussi le volet sur site. Donc, on peut se déplacer, aller voir vos applications et d'y aller un peu plus en profondeur sur le pourquoi que vous avez besoin d'avoir, dans le fond, c'est du dépannage, OK? Mais un peu plus poussé que juste aller voir très rapidement. Donc, on va prendre le temps de voir l'ensemble du réseau pour essayer de trouver la source du problème. Ensuite, troisième volet, le volet plus long terme, donc évaluation des régulateurs qui sont posés, que ce soit par rapport au débit. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on monitore dans le temps le comportement de ces régulateurs-là du réseau pour ensuite émettre des recommandations sur la maintenance et par rapport aux entretiens. Okay? Donc, on peut vous aider jusqu'à ce point-là maintenant avec ce programme-là. Qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on fait ces outils-là? Dans le fond, vous allez voir dans les prochaines diapositives d'un côté plus technique, qu'est-ce que c'est. Donc, on commence par la source de pression, que ce soit un compresseur ou un réservoir, ou carrément à côté cylindre. Souvent, c'est ça qui va causer un peu plus de problèmes. Donc, première des choses, c'est la base, mais bon, souvent, si on n'a pas la base, c'est difficile de s'améliorer. Commencez avec les étiquettes, OK? Donc, est-ce que les bonnes pratiques sont observées par rapport à l'étiquetage? Est-ce que les cylindres sont séparés par type de gaz pour éviter les erreurs de manipulation? Pardon. OK, donc est-ce que c'est intuitif pour ceux qui ont à changer les cylindres de ne pas se mélanger? Côté plus mécanique, donc est-ce que les cylindres sont bien attachés au mur pour éviter qu'ils tombent? Des choses comme ça. Ensuite, on regarde dans l'endroit où est-ce que c'est stocké. Est-ce que c'est un endroit qui est soumis aux conditions climatiques, chaud l'hiver, froid l'hiver, chaud l'été? Est-ce que c'est bien ventilé? Donc, si on a une fuite, est-ce que le gaz va pouvoir s'échapper correctement? Ou avec les gaz qui sont présents, qui sont plus pesants que l'air, est-ce qu'ils vont se ramasser au sol? Par rapport à ça, bon, il y a tout le côté là, des détecteurs de gaz qui sont demandés là, par différentes réglementations locales. Donc, ça, c'est des choses qu'on va regarder. Ensuite, on va tomber dans le plus pratique, concret. Est-ce que les composantes qui sont installées, que ce soit les flexibles, les valves, sont en bon état, sont facilement opérables, utilisables? Est-ce que c'est intuitif pour les personnes qui ont à les manipuler? Est-ce qu'ils sont bien identifiés, les types de gaz, tout ça? Donc, un peu plus le côté hands-on, on va dire. Donc, ça avec, c'est qu'est-ce qu'on va regarder pour éviter le côté intuitif, pour éviter justement tout ce qui est accident et manipulation inadéquate. Zone de stockage, donc est-ce que le sol est bien libéré? S'il y a une inondation ou des choses comme ça, est-ce que c'est bien protégé? Et par rapport à l'accès au site, est-ce que c'est uniquement les personnes qui ont affaire là qui ont accès à ce coin-là? Donc ça commence par ça. Ensuite, on va regarder l'architecture ou le réseau complet de gaz, voir si les valves d'isolation sont placées au bon endroit. Donc, on a-tu un arrêt principal? Okay, ça peut paraître de base, mais ce n'est pas toujours le cas. De plus, est-ce que cette valve-là devrait être automatique ou manuelle? Donc, c'est toutes des questions à se poser. Combien il y a de sections dans le réseau? Est-ce qu'il n'y en a rien que deux? Comme ici, dans cet exemple-là, on en a deux. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Dépendant de qu'est-ce que vous faites, on va regarder ça avec vous. Est-ce que les boucles d'alimentation sont complètement isolées? Comme vous voyez, comme un petit exemple ici, il y a comme un genre de bypass qui alimente une section du lab. Ben, on a deux valves. OK. Donc, si on veut isoler cette section-là, c'est possible. Est-ce que c'est facile pour faire la maintenance? Est-ce qu'on a les valves d'isolation placées aux bonnes places pour faire la maintenance?
Donc, on peut voir sur, disons, les 4 salles ici qui sont en bas, qu'on retrouve des valves d'isolation sur le réseau principal. Donc, s'il y a des modifications à faire à la sortie, bon, on s'entend qu'on n'a pas trop à impacter le reste du réseau. Mais par contre, on a 2 autres zones qu'on peut penser que les maintenances, ça va demander une isolation qui va être à plus grande échelle, est-ce qu'on pourrait dire, donc sur une plus grande portion du réseau. On a-tu trop de valves d'isolation? OK, comme dans ce cas-là, on en a 2 en haut. On peut penser que cette portion-là, c'est que la valve qui est ici, c'est pour la portion en haut à droite. Peut-être que oui, peut-être que non, mais on a-tu trop de valves pour rien? Avoir trop d'équipement, des fois, c'est pas toujours bon. OK? C'est plus source de problèmes. Est-ce qu'il y a des endroits que la pression pourrait être piégée? Et est-ce que cette zone-là pourrait demander d'avoir une valve de surpression si la pression doit être piégée de façon volontaire? Donc, vous avez comme ici 2 endroits que si les valves sont fermées, le gaz est capté, donc il ne peut pas s'échapper. Donc, s'il y a une augmentation de température pour un paquet de raisons, est-ce que la pression va trop augmenter, puis est-ce que le système est capable de le prendre? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on regarde avec vous, qu'on regarde lorsqu'on fait des audits. Souvent, à la base, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que au moment de la construction, c'est très bien fait. Tout était pensé, mais avec le temps, il y a des modifications qui sont faites au système. Elles ne sont pas toujours 100%, je ne veux pas dire c'est réfléchi, mais des fois, il y a un impact qui est causé, qui n'a pas été pensé ou qui a été oublié, du fait que habituellement, ce n'est pas une seule personne qui est responsable du réseau de A à Z. Autre chose qu'on regarde, c'est les études de cas. Donc, pensez, est-ce que le réseau, est-ce que les différents régulateurs ou les différentes étapes de régulation sont correctes et qu'on est capable d'avoir le débit que vous avez besoin. Donc, c'est vraiment de la sélection de régulateurs, mais à un autre niveau, parce que chaque section a un impact sur l'autre. Donc, ça, c'est des choses qu'un peu plus, encore là, plus poussées qu'on peut faire comme service. Donc, on arrive à la fin. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont rentrées. Information complémentaire MS02 486, c'est le nouveau document sur les systèmes de distribution de gaz. Information complémentaire, vous avez mon adresse courriel. Demande de certificat de présence au webinaire à Mme Solange et demande de soumission pour les panneaux que vous avez vus. Notre département d'assemblage va vous faire un plaisir de vous aider. Donc, solution commercial québec-swedgelock.com. Donc, Solange,